Claude Mossé, en Grèce antique, c'est bien connu, tout commence par des mythes. Alors la démocratie a également son mythe fondateur, c'est la légende de Thésée. Oui, Thésée est un des héros de la mythologie grecque, bien connu pour ses exploits, en particulier contre le Minotaure qui dévorait les enfants athéniens. Mais à partir du 5e siècle, on a fait de Thésée, qui donc, après avoir tué le Minotaure, avait été reconnu comme roi d'Athènes, on a donc fait de Thésée le fondateur de la démocratie. C'est très curieux parce que, bien entendu, le héros mythique peut-être répondait à une royauté très ancienne, mais qui n'avait que peu de rapport avec la démocratie, alors que, par exemple, c'est frappant dans la tragédie Les Suppliantes d'Euripide, il est véritablement le roi, certes, mais un roi qui n'a pratiquement pas de pouvoir, puisque le pouvoir est entre les mains, dit-il, de magistrats élus annuellement, et l'égalité est ce qui domine dans la cité. Et on peut dire que vraiment on retrouve pratiquement sinon les mêmes termes, du moins l'idée qui est développée dans le discours que Thucydide prête à Périclès dans son récit de la guerre du Péloponnèse. Alors que dans le mythe, Thésée était celui qui avait rassemblé les différents villages de l'Attique pour former la cité d'Athènes, ce qu'on appelait le synécisme. Ce qui montre le lien entre, si vous voulez, ce mythe d'un Thésée fondateur de la démocratie et l'idée justement de donner à cette démocratie des fondements très anciens. La démocratie est donc un régime politique qui a une durée de vie limitée, qui commence dans l'histoire, mais d'une façon progressive et par étapes. C'est-à-dire il n'y a pas une révolution, comme chez nous par exemple, qui impose à la suite d'une monarchie ou d'une oligarchie un régime démocratique. Oui, et je dirais oui et non. Les choses sont un peu plus compliquées. En réalité, n'est-ce pas, la démocratie est une invention des Athéniens qui s'est développée pendant 2 siècles, qui a atteint son apogée, disons, pendant 2 siècles, le 5e et le 4e siècle. Mais c'est vrai que cet avènement de la démocratie, cette fondation de la démocratie par Clisthène, a été précédée pendant 1 siècle d'une évolution qui, peu à peu, sans doute, a créé les conditions qui ont rendu possible ce qu'on appelle la révolution clisténienne. C'est-à-dire que, d'une part, il y a eu, dans des conditions que nous ne pouvons connaître qu'à travers des sources tardives, sinon à travers le témoignage du principal acteur, c'est-à-dire Solon, au début du VIe siècle, une crise sociale qui s'est marquée, d'une part, par le fait qu'une partie de la population de l'Attique était menacée de tomber en servitude, voire même était déjà tombée en servitude, et une revendication d'un partage égalitaire de la terre. Chose qui est très intéressante parce que, effectivement, on a l'impression qu'à la même époque et dans d'autres parties du monde grec, on retrouve la même revendication. Alors, on s'est interrogé pour savoir à quoi tenait ce sentiment égalitaire, cette revendication égalitaire. Ça a pu être lié au fait que, dans le courant du 7e siècle, il a fallu élargir les rangs, disons, de ceux qui participaient à la défense de la cité, à l'intérieur de la phalange des hoplites. Et donc, que dans le partage du butin, effectivement, tous les hoplites étant combattant sur le même plan, en quelque sorte, étant interchangeables, le partage du butin pouvait être effectivement un partage égalitaire. Il y a aussi l'exemple des fondations coloniales, à partir du milieu du 8e siècle, 7e siècle, où apparemment ceux qui quittaient pour des raisons diverses, et en particulier pour trouver des terres, leur cité d'origine, lorsqu'ils s'installaient par exemple dans le sud de l'Italie ou en Sicile, eh bien, fondaient une nouvelle cité et apparemment ont partagé les terres de façon égalitaire entre les nouveaux colons. Tout cela, si vous voulez, a pu jouer pour susciter cette revendication égalitaire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Solon, qui a donc été appelé pour résoudre la crise, sans doute en étant élu archonte, s'est refusé au partage des terres, ce que peut-être d'autres, dont le fameux Lycurgue de Sparte avait réalisé, s'est refusé à faire un partage égalitaire des terres, mais en revanche a donné des lois, écrit des lois, rédigé des lois communes pour tous, et donc a créé en quelque sorte une sorte d'égalité juridique entre les Athéniens. Qui est l'une des caractéristiques de la démocratie. Qui est une des caractéristiques de la démocratie. Alors, comme il avait à la fois, en supprimant en particulier la dépendance paysanne et la servitude pour dette, et d'un autre côté en refusant le partage égalitaire des terres, des deux côtés on était contre lui, donc ça a créé une nouvelle situation d'agitation, et cette fois-ci ça a été la tyrannie de Pisistrate et puis de ses fils. Et la tyrannie de Pisistrate n'a pas non plus procédé à un partage des terres, mais il semble qu'il ait d'une part favorisé le développement de la ville d'Athènes,
urbain en particulier, favoriser les cultes qui allaient devenir les grands cultes de la cité, comme le culte d'Athéna avec la fête des Panathénées. Et alors, de ce fait, accru peut-être aussi le poids du démos urbain, de la population urbaine, ce qui fait que lorsque la tyrannie a été renversée, il n'a plus été possible de rétablir l'ancien système. La tyrannie a été renversée par des aristocrates, par une coalition d'aristocrates, mais l'un d'entre eux a compris qu'il n'était plus possible de revenir à l'ancien système aristocratique, avec la domination d'une petite minorité de grandes familles sur la cité. Et cet aristocrate, c'est Clisthène, qui a donc complètement bouleversé les structures de la cité athénienne en substituant à la répartition des citoyens en 4 tribus qui se voulaient de parenté, si vous voulez, fondées sur la parenté, 10 tribus territoriales, en mélangeant par conséquent les Athéniens, et de ce fait en détruisant plus ou moins les liens de type clientélaire qui pouvaient exister entre les membres des grandes familles et puis la masse du démos, surtout à la campagne, et lui en s'appuyant en plus certainement sur le démos urbain. Alors le résultat, ça a été évidemment la mise en place d'institutions nouvelles, en particulier le Conseil des 500, la fameuse boulet des 500, qui était formé de 500 membres recrutés parmi tous les Athéniens de plus de 30 ans, qui préparait les réunions de l'Assemblée du peuple, où tous les citoyens pouvaient être présents. L'Ecclésia. Déjà, Solon avait peut-être, en créant l'égalité devant la loi de tous, et par conséquent l'égalité juridique, avait déjà jeté les fondements, si vous voulez, de cette égalité politique, mais avec Clisthène, à l'égalité juridique s'ajoute l'égalité politique. Et donc, désormais, tous ceux qui sont citoyens athéniens, mais bien entendu, seulement ceux qui sont citoyens athéniens, jouissent de cette égalité et du droit de participer à la fois aux tribunaux et aux assemblées populaires, ce qui est, pour Aristote, à la fin du IVe siècle, la définition même du citoyen. Alors, vous dites le citoyen et pas les autres, évidemment. Il y a une catégorie, quand même, de la population athénienne qui est à l'écart de l'activité politique. Oui, d'une part, il y a évidemment les esclaves. D'autre part, sans doute à partir d'ailleurs du moment où a été définie de façon très précise la citoyenneté, par l'appartenance à un dème, à une tribu, etc., les étrangers, soit de passage, soit résidents, étaient également, évidemment, exclus de la citoyenneté. Ce qu'on appelait les métèques. Alors les métèques, c'était les étrangers résidents, c'est-à-dire ceux qui s'étaient établis à Athènes pour diverses raisons, parmi lesquelles de très nombreux se livraient aux activités marchandes ou aux activités artisanales, et ils bénéficiaient en quelque sorte de la protection de la cité, mais en même temps, ils devaient participer et aux dépenses publiques et aux opérations militaires, mais c'était des hommes libres qui pouvaient participer à toutes les activités autres que les activités politiques dans la cité, mais les activités politiques leur étaient fermées. Et le droit d'être propriétaire foncier, réservé aux seuls citoyens. Alors les citoyens, eux, formaient donc une classe privilégiée. Donner des chiffres, c'est pas très facile, parce qu'on n'a aucune indication chiffrée précise, mais on estime que les citoyens formaient peut-être, s'ils étaient au nombre de 40 000, les hommes, j'entends, représentaient par rapport à l'ensemble de la population de l'Attique, peut-être un 8e ou un 10e de cette population, peut-être un peu plus, parce qu'on n'a pas d'indication précise sur le nombre des esclaves. Quelquefois, on a eu tendance un peu à exagérer ce nombre, mais on n'a pas d'indication précise. Et les femmes aussi étaient à l'écart Et les femmes étaient bien entendu exclues de la vie politique, et dans une certaine mesure aussi privées de statut juridique, puisque elles ne pouvaient pas, par exemple, posséder des biens, elles ne pouvaient pas hériter s'il y avait une fille unique. Quand un homme mourait et qu'il n'avait qu'une fille unique, cette fille unique ne pouvait pas hériter du bien paternel. C'était le parent le plus proche de son père qui héritait du bien, mais qui était contraint de l'épouser, de façon à ce que le bien soit transmis aux petits-enfants. Il y avait toute une règle là-dessus. Et puis elles étaient totalement exclues de la vie politique. Néanmoins, si vous voulez, elles avaient une place dans la communauté civique, dans la mesure où, surtout à partir de l'époque de Périclès, et c'est la loi qu'Aristote que nous datons d'après Aristote de 451, qui posait comme principe que ne pouvait être citoyen que quiconque était né d'un père citoyen et d'une mère. Alors, Aristote emploie également le mot, dit de 2 citoyens, mais en fait d'une mère fille de citoyen. Donc par là même, les femmes athéniennes contribuaient à la reproduction de la cité, bien sûr, puisque seuls les enfants nés d'un père athénien et d'une mère athénienne étaient citoyens athéniens.
Alors une fois ces réserves faites, évidemment la proportion de citoyens, bien qu'elle fût réduite par rapport à l'ensemble de la population, était malgré tout beaucoup plus importante que dans d'autres cités non démocratiques, comme à Sparte par exemple. Oui, certainement. Voilà, donc une fois ces réserves faites, il faut mettre en avant les grandes caractéristiques du régime démocratique, et en particulier l'égalité de tous devant la loi. Parce qu'alors justement, ce qui est l'originalité et l'invention d'Athènes surtout, l'invention majeure des Athéniens, c'est d'avoir considéré que, à partir du moment où on définissait ainsi la citoyenneté, bien sûr dans les cadres définis de la citoyenneté, toutes les catégories sociales, enfin telles que nous les estimerions nous, s'ils étaient citoyens athéniens nés de parents athéniens, eh bien, étaient placés sur le même plan par rapport à la loi et par rapport à l'activité politique. Autrement dit, l'égalité politique ne tenait pas compte des inégalités de fortune ou des inégalités d'activité. Le simple pêcheur du Pirée ou l'artisan qui travaillait dans sa boutique sur l'Agora avait exactement les mêmes droits que le grand propriétaire foncier ou que le riche propriétaire d'esclaves qui les faisait travailler dans des ateliers artisanaux. Et comme lui, il pouvait également prétendre à devenir même magistrat. Alors, théoriquement, les magistratures, d'après du moins ce que nous transmet la constitution d'Athènes d'Aristote, les hautes magistratures n'étaient réservées cependant qu'à, on attribue à Solon la répartition des Athéniens d'après leurs revenus en 4 classes, donc fondées sur un cens. Et seuls les citoyens des 2 premières classes pouvaient accéder aux plus hautes magistratures. Puis le privilège, au moins pour les archontes, avait été étendu aux citoyens de la 3e classe. Mais les citoyens de la 4e classe, ceux qu'on appelait les têtes, ce qui est un vieux mot puisqu'on le trouve chez Homère, qui désigne ceux qui n'ont rien, en fait, ceux qui ne possèdent pas ou qui sont obligés de se louer pour travailler, etc. Donc les plus pauvres, néanmoins, pouvaient participer aux assemblées, bien entendu, puisque les assemblées étaient ouvertes à tous les citoyens, pouvaient également participer au tirage au sort de la fonction de bouleute, c'est-à-dire de membres de la boulée, de membres du conseil, qui était renouvelé chaque année, et donc 500 membres désignés par tirage au sort chaque année, avec l'impossibilité d'être désignés plus de 2 années. Ça faisait que beaucoup d'Athéniens pouvaient évidemment accéder à cette fonction, qui était une magistrature, et qui, à partir probablement du milieu du 5e siècle, était en plus rétribuée, ce qui permettait effectivement à tous d'accéder à cette fonction. Et enfin, il y avait le tribunal populaire de l'Héliée, qu'on disait avoir été fondé par Solon, mais ça, sur ce point, on n'est pas très très fixé, parce qu'on ne le voit apparaître en fait qu'un peu plus tard, dans le courant du 5e siècle, nettement plus tard, je veux dire, dans le courant du 5e siècle, mais là aussi, on tirait au sort chaque année, parmi les Athéniens de plus de 30 ans, 6000 Héliastes, qui étaient rétribués par un mistos, par un salaire, et c'est parmi ces 6000 que, selon un tirage au sort assez compliqué, on tirait au sort ceux qui allaient faire partie des différents tribunaux qui jugeaient souverainement, bien entendu, dans la cité.